Après avoir perdu sa femme, un père voit sa fille plongée dans un silence douloureux que même les meilleurs spécialistes ne peuvent briser. Lorsque tout semble perdu, une nouvelle aide-soignante arrive et, avec empathie et simplicité, offre ce que personne n'avait tenté. Une véritable présence. Un petit geste, un pain partagé et une histoire de deuil amorcent la guérison qui redonne vie à une fillette qui avait cessé de vivre. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez votre like, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie frappait avec insistance les vitres de l'appartement à Neuilly-sur-Seine, créant un rythme mélancolique qui résonnait dans les couloirs vides. Raphaël Dubois observait le paysage grisâtre d'en haut du 23e étage, tout en tenant une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. 3 mois. Il y avait exactement 3 mois que Camille n'était plus là pour se plaindre qu'il oubliait toujours de boire son café tant qu'il était encore chaud. L'appartement qui vibrait autrefois de l'énergie contagieuse de sa femme ressemblait maintenant à un mausolée silencieux. Les tableaux qu'elle avait choisis avec tant de soin décoraient encore les murs, mais ils avaient perdu leur vie, comme s'ils n'étaient que des ombres de ce qui avait un jour représenté le bonheur. Le piano à queue, où Camille jouait ses morceaux préférés les dimanches soirs, restait fermé, accumulant une fine couche de poussière que Raphaël n'avait pas le courage de nettoyer. À 42 ans, Raphaël avait bâti un empire dans le secteur de la technologie. Son entreprise développait des applications qui connectaient des millions de personnes à travers le pays. Ironiquement, lui se sentait maintenant plus déconnecté du monde que jamais. Tout le succès professionnel, toutes les réussites financières ne signifiaient absolument rien face au vide qui avait envahi son existence ce mardi de mars, lorsque le téléphone avait sonné et changé sa vie pour toujours. L'accident avait été si soudain, si inattendu, que Raphaël se réveillait encore certains matins en espérant trouver Camille dans la cuisine, préparant le petit déjeuner spécial pour Isabelle. Mais la réalité le frappait, toujours avec la force d'un coup de poing dans l'estomac, lorsque ses yeux se tournaient vers la chambre de sa fille, où le silence régnait en maître absolu. Isabelle. Sa petite Isabelle, âgée de seulement 5 ans, qui était autrefois une tornade d'énergie, courant dans les couloirs, remplissant la maison de ses rires cristallins et de ses 1000 questions sur le monde. La même petite fille qui restait maintenant immobile dans sa chambre, recroquevillée sous les couvertures, fixant le vide avec ses yeux sombres qui brillaient autrefois comme des étoiles. Raphaël descendit lentement le couloir, s'arrêtant devant la porte de la chambre de sa fille. À travers l'entrebâillement, il pouvait voir la petite silhouette allongée sur le lit, le dos tourné à la porte. Madame Françoise, la gouvernante qui s'occupait de la famille depuis plus de 10 ans, venait de sortir de la chambre, secouant la tête avec une expression d'inquiétude devenue constante sur son visage. « Comment va-t-elle aujourd'hui, Françoise ?» demanda Raphaël à voix basse, bien qu'il sût que la réponse serait la même que d'habitude. La femme de 60 ans, avec ses cheveux grisonnants toujours attachés en un chignon impeccable, soupira profondément avant de répondre. Françoise avait élevé 3 enfants et s'était occupée de dizaines d'autres au cours de sa carrière, mais elle n'avait jamais été témoin de quelque chose comme ce qui arrivait à Isabelle. La même chose, monsieur Raphaël. Elle n'a pas dit un mot, n'a pas touché à la bouillie que j'ai préparée spécialement comme la nutritionniste l'a demandé. Elle est restée là, à regarder le mur. Ces mots étaient chargés d'une tristesse qui allait au-delà de la préoccupation professionnelle. C'est comme si elle s'était enfermée dans un monde où nous ne pouvons pas entrer. Raphaël appuya son front contre la porte, fermant les yeux. Au cours des 2 derniers mois, depuis qu'Isabelle avait complètement cessé de s'alimenter, il avait mobilisé les meilleurs spécialistes de Paris, des pédiatres renommés, des psychologues pour enfants, des nutritionnistes spécialisés dans les troubles alimentaires et même des psychiatres traitant les traumatismes infantiles. Tous parvenaient à la même conclusion. Isabelle était dans un état de deuil profond, mais aucun ne parvenait à l'atteindre. Le docteur Marcel Renaud, le pédiatre qui suivait Isabelle depuis sa naissance, avait été clair lors de la dernière consultation. « Raphaël, nous devons envisager l'hospitalisation. La petite a perdu
Près de 4 kilos. Pour un enfant de sa taille, c'est extrêmement préoccupant. Si elle ne recommence pas à s'alimenter bientôt, nous devrons recourir à l'alimentation par sonde. L'idée de voir sa fille connectée à des machines, nourrie artificiellement, retournait l'estomac de Raphaël. Comment en était-il arrivé là? Comment une famille qui avait tout, qui était complète et heureuse, était-elle devenue cette ombre de ce qu'elle avait été? Il ouvrit doucement la porte et entra dans la chambre. Isabelle était exactement dans la même position que d'habitude, enroulée dans la couverture rose que Camille avait brodée à la main avec de petits papillons. Ses cheveux bruns, que Camille coiffait autrefois de différentes manières chaque jour, étaient maintenant ternes et en désordre. « Salut, ma princesse », murmura Raphaël en s'asseyant sur le bord du lit. « Comment vas-tu aujourd'hui » Silence. Isabelle ne bougea pas, ne montra aucun signe qu'elle avait entendu la voix de son père. Raphaël tendit la main et caressa doucement les cheveux de sa fille, sentant à quel point ils étaient devenus plus fins, plus fragiles. L'enfant qui grimpait autrefois sur son dos, qui riait quand il la chatouillait, qui courait pour l'embrasser chaque fois qu'il rentrait du travail, était maintenant comme un fantôme d'elle-même. « Bella, je sais que tu souffres. Je souffre beaucoup, moi aussi. » Sa voix tremblait tandis qu'il parlait, essayant de trouver les mots justes pour atteindre le cœur brisé de sa fille. « Mais maman n'aurait pas voulu te voir comme ça. Elle aurait voulu que tu manges, que tu joues, que tu sois heureuse. » Aucune réaction. Raphaël sentit les larmes lui brûler les yeux. Lui, un homme habitué à résoudre des problèmes complexes, à trouver des solutions à des situations impossibles, se sentait complètement impuissant face à la souffrance de sa propre fille. Dans la cuisine, il trouva Madame Françoise en train de préparer un autre repas qui ne serait probablement pas touché. La table était mise avec des assiettes colorées, celles qu'Isabelle adorait utiliser, décorées de personnages de dessins animés. Le contraste entre la joie des objets et la tristesse du moment était presque cruel. « Monsieur Raphaël, » dit Françoise en s'essuyant les mains sur son tablier, « je ne sais plus quoi faire, j'ai essayé tous les plats qu'elle préférait. J'ai fait le hachis parmentier au poulet qu'elle demandait toujours, j'ai préparé le gâteau au chocolat que Madame Camille lui apprenait à faire. Rien. C'est comme si elle avait oublié qu'elle avait faim. » Raphaël se servit une autre tasse de café, sachant qu'il ne parviendrait pas à la boire. Les médecins disent que c'est psychologique, qu'elle est en train de traiter la perte de sa mère et qu'elle réagit de cette manière. « Je comprends le deuil, monsieur, » répondit Françoise, sa voix chargée d'expérience. « J'ai perdu mon mari il y a 15 ans. Je sais comment la douleur peut nous consumer. Mais un enfant ne devrait pas porter un tel fardeau. » Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était le docteur Marcel, avec une autre recommandation pour un nouveau spécialiste. Raphaël nota le nom et le numéro, sachant que ce serait une autre consultation qui se terminerait de la même manière, avec Isabelle en silence et lui se sentant plus désespéré. Après avoir raccroché, Raphaël remonta dans la chambre de sa fille. Cette fois, il trouva Isabelle assise sur le lit, regardant par la fenêtre. Pendant un instant, il sentit une lueur d'espoir, mais en s'approchant, il réalisa que le regard de la petite fillette était vide, perdu quelque part où il ne pouvait pas l'atteindre. « Bella, tu veux me parler ?» tenta-t-il une fois de plus, s'asseyant à côté d'elle. Isabelle tourna lentement la tête vers son père. Pendant quelques secondes, leurs yeux se rencontrèrent, et Raphaël eut la sensation qu'elle essayait de dire quelque chose. Mais ensuite, comme un rideau qui se ferme, la petite fille détourna le regard et se recroquevilla à nouveau sous les couvertures. Cette nuit-là, après une autre journée sans qu'Isabelle ne touche à la moindre nourriture, Raphaël s'enferma dans son bureau et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis le jour de l'accident. Il regarda la photo de famille sur son bureau, prise lors du dernier anniversaire d'Isabelle. Camille était radieuse, tenant sa fille dans ses bras, toutes deux souriant à l'appareil photo. Lui-même apparaissait à côté, avec un sourire de bonheur authentique. Comment les choses avaient-elles pu changer si rapidement? Comment une famille si unie, si pleine de vie, s'était-elle transformée en cette ombre d'elle-même? Raphaël prit le téléphone et appela sa sœur Patricia qui vivait à Lyon. Elle était la seule personne à qui il pouvait se confier, la seule qui connaissait vraiment l'étendue de son désespoir. « Raph, comment vas-tu » La voix de Patricia portait l'inquiétude, devenue constante depuis la mort de Camille. «
Je ne sais plus quoi faire, Pat. Isabelle, elle ne va pas mieux. Les médecins parlent d'hospitalisation, de sonde d'alimentation. Comment en sommes-nous arrivés là? Patricia resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. As-tu pensé à changer d'approche? Peut-être que ce dont elle a besoin, ce n'est pas de plus de médecins, mais de quelqu'un qui comprend ce qu'elle traverse d'une manière différente. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, Raph. Je pense juste que parfois les enfants réagissent mieux à des choses simples, humaines, qu'à des protocoles médicaux. Isabelle a toujours été sensible. Elle a toujours capté les émotions des gens autour d'elle. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un qui parle son langage, qui comprenne la douleur d'une manière plus personnelle. Après avoir raccroché, Raphaël resta à réfléchir aux paroles de sa sœur. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que tous les spécialistes du monde ne suffisaient pas à guérir une blessure qui allait bien au-delà du physique. Peut-être qu'Isabelle avait besoin de quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, que les diplômes ne pouvaient pas enseigner. Dans la chambre d'à côté, Isabelle restait éveillée dans l'obscurité, fixant le plafond. Dans son esprit de 5 ans, le monde avait perdu toute sa couleur le jour où sa mère n'était plus rentrée à la maison. Et même si tout le monde essayait d'expliquer, même s'ils insistaient sur le fait qu'elle devait manger, qu'elle devait rester forte, rien de tout cela n'avait de sens dans un monde où la personne la plus importante de sa vie avait tout simplement disparu. La nuit s'étirait lentement sur Neuilly-sur-Seine, et quelque part dans la ville, une jeune femme terminait sa dernière journée de travail dans une maison de famille de la banlieue nord, sans savoir que sa vie était sur le point de croiser celle d'une petite fille qui avait oublié comment vivre, et d'un père qui avait oublié comment aimer sans désespoir. Le destin, parfois, agit de manière mystérieuse, plaçant les bonnes personnes aux bons endroits, exactement au moment où elles ont le plus besoin les unes des autres. Marianne Lefebvre se réveilla à 5 heures du matin, comme elle le faisait tous les jours depuis qu'elle avait déménagé à Paris 2 ans plus tôt. La petite chambre de l'appartement qu'elle partageait avec 3 autres filles à Saint-Denis était encore sombre, mais elle avait l'habitude de se lever avant le soleil. Il lui fallait prendre 2 bus et un RER pour arriver à Neuilly-sur-Seine, un trajet de près de 2 heures qui la transportait d'un monde à un autre complètement différent. À 26 ans, Marianne portait une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux marron foncé avaient une profondeur qui racontait des histoires qu'elle partageait rarement, et ses mains délicates révélaient la force de quelqu'un qui avait appris très tôt que la vie exige de la résistance. Née dans une petite ville de l'Auvergne, elle avait perdu sa mère à l'âge de 7 ans et avait été élevée par sa grand-mère maternelle, Rose, une femme sage qui lui avait appris que l'amour se manifeste parfois dans la simplicité des gestes quotidiens. L'agence de garde d'enfants avait appelé la semaine précédente avec une proposition différente de toutes les autres. « C'est une situation délicate, Marianne », avait expliqué Sandra, la coordinatrice. Une petite fille de 5 ans qui a perdu sa mère il y a quelques mois et qui traverse un moment très difficile. Le père est désespéré, il a tout essayé. Il a besoin de quelqu'un avec de l'expérience dans les situations complexes. Marianne avait d'abord hésité. Sa dernière expérience en tant que nounou avait été avec une famille à Saint-Germain-des-Prés, où elle s'était occupée de jumeaux espiègles pendant près d'1 an. C'était un travail qui exigeait de l'énergie physique, de la patience pour les jeux et la capacité de garder 2 enfants hyperactifs sous contrôle. Mais quelque chose dans la voix de Sandra l'avait poussée à accepter sans connaître tous les détails. Maintenant, assise dans le RER qui traversait la ville, tandis que le soleil commençait à peindre le ciel en orange, Marianne se remémorait sa propre enfance. Après la mort de sa mère d'une pneumonie, elle avait passé des mois sans pouvoir parler correctement, sans pouvoir comprendre pourquoi tous les autres enfants avaient des mères qui venaient les chercher à l'école, alors qu'elle n'avait que sa grand-mère Rose, qui faisait de son mieux, avec ses 60 ans et une retraite qui suffisait à peine pour le strict nécessaire. Grand-mère Rose disait souvent que certaines douleurs sont si grandes que les mots ne peuvent pas les porter. Quand ta mère est morte, ma petite, tu es restée muette pendant 3 mois. Ce n'était pas que tu ne voulais pas parler, c'est que tu n'avais pas de mots pour un si grand manque. Et c'était sa grand-mère, avec sa patience infinie et ses câlins qui sentaient la lavande, qui l'avait aidé à retrouver le chemin du monde des vivants. Le concierge de l'immeuble, le régent, salua poliment Marianne lorsqu'elle se présenta. « Vous devez être la nouvelle employée. Monsieur Raphaël vous attend. »
L'ascenseur monta silencieusement les 23 étages, et à chaque étage qui passait, Marianne sentait un mélange d'anxiété et de détermination grandir en elle. Raphaël ouvrit la porte, encore en peignoir, avec des cernes profonds et les cheveux en désordre. Il était évident qu'il n'avait pas bien dormi, et Marianne perçut immédiatement le poids que cet homme portait sur ses épaules. Il y avait une tristesse dans ses yeux qu'elle reconnaissait, la même qu'elle voyait dans le miroir les premières années après la mort de sa mère. « Marianne, merci beaucoup d'être venue. Excusez mon apparence, les nuits ne sont pas faciles en ce moment. » Raphaël l'invita à entrer, et elle fut impressionnée par l'élégance de l'appartement. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville, et la décoration raffinée contrastait avec le silence lourd qui flottait dans l'air. Madame Françoise apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Encore une pour essayer avec notre petite », murmura-t-elle, mais pas de manière hostile. C'était plutôt une expression de lassitude et d'espoir mêlés. « Laissez-moi vous expliquer la situation », dit Raphaël en désignant le canapé du salon. « Ma fille Isabelle traverse un moment très difficile depuis que nous avons perdu sa mère il y a 3 mois. Elle a complètement arrêté de s'alimenter, elle ne parle pas, ne joue pas. Nous avons consulté des dizaines de spécialistes, mais rien ne semble fonctionner. » Marianne écouta attentivement, tandis que Raphaël décrivait les derniers mois, les consultations médicales infructueuses, le désespoir grandissant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait de sa fille qui la toucha profondément. Ce n'était pas seulement une préoccupation médicale, c'était le désespoir d'un père qui voyait son enfant s'éloigner du monde et ne savait pas comment la ramener. « Puis-je rencontrer Isabelle ?» demanda Marianne quand Raphaël eut fini de parler. « Bien sûr, mais je dois vous prévenir, elle ne réagira pas. Elle est comme ça depuis des semaines. » Marianne suivit Raphaël dans le couloir jusqu'à la porte de la chambre de la petite. À travers l'ouverture, elle put voir une petite silhouette recroquevillée sous une couverture rose. La chambre était magnifique, décorée avec soin et amour, mais il y avait une tristesse palpable dans l'air. « Isabelle, mon amour, il y a quelqu'un ici qui veut te rencontrer, » dit doucement Raphaël, mais la petite ne bougea pas. Marianne observa la scène pendant quelques instants. Il y avait quelque chose dans la position d'Isabelle, dans la façon dont elle se protégeait sous les couvertures, qui réveilla un souvenir douloureux. Elle-même avait passé des mois enroulée dans le lit de sa grand-mère Rose, refusant de sortir, refusant d'accepter que le monde continuait de tourner sans sa mère. « Excusez-moi, » dit doucement Marianne. « Puis-je entrer ?» Raphaël hocha la tête, et elle entra lentement dans la chambre. Au lieu de s'adresser directement à la petite fille ou d'essayer de forcer une interaction, Marianne s'assit simplement, par terre, adossée au mur en face du lit, à une distance respectueuse. « Bonjour Isabelle, je m'appelle Marianne. Je suis venue ici pour rester un peu avec toi, si tu me le permets. » Sa voix était douce, sans hâte, sans attente. « Tu n'as pas besoin de me parler ni de me regarder. Je vais juste rester assise ici. » Raphaël observait depuis la porte, intrigué. Tous les autres soignants et thérapeutes avaient tenté des approches plus directes, cherchant une interaction immédiate. Marianne semblait comprendre que parfois, la présence silencieuse est plus puissante que 1000 mots. Après quelques minutes de silence, Marianne commença à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « Quand j'avais 7 ans, j'ai perdu ma mère aussi. C'était une période très difficile pour moi. » Elle fit une pause, observant s'il y avait une réaction de la part d'Isabelle. J'ai arrêté de parler pendant un moment. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les autres enfants avaient des mères et que je n'en avais plus. Il y eut un mouvement presque imperceptible sous les couvertures. Isabelle avait légèrement tourné la tête en direction de la voix de Marianne. Ma grand-mère Rose disait que le manque est comme une très grande blessure qui met du temps à guérir. Parfois, quand quelqu'un nous manque beaucoup, on a l'impression que plus rien d'autre n'a d'importance dans le monde. Marianne continua de parler, sa voix chargée d'une compréhension sincère. Raphaël restait à la porte, ému. C'était la première fois en des semaines qu'il voyait une quelconque réaction de sa fille, aussi minime soit-elle. Marianne resta assise par terre pendant près d'1 heure, parlant parfois doucement de sa propre expérience, restant parfois simplement dans un silence respectueux. Elle ne força aucune interaction, n'essaya pas de convaincre Isabelle de sortir du lit ou de manger. Elle offrit simplement sa présence. « Isabelle,
dit-elle finalement, en se levant lentement. « Je vais partir maintenant, mais si tu veux, je peux revenir demain et rester un peu plus avec toi. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle entendit un murmure presque inaudible. « Reviens. » Marianne s'arrêta, le cœur battant. Raphaël écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. C'était le premier mot qu'Isabelle prononçait en près de 2 mois. « Bien sûr que je reviendrai, » répondit Marianne en se tournant doucement vers le lit. « Chaque fois que tu le voudras. » Dans la cuisine, pendant que Madame Françoise préparait un café, Raphaël ne pouvait cacher son émotion. « Elle a parlé. Après 2 mois de silence complet, elle vous a parlé. » Parfois, les enfants ont juste besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur, expliqua Marianne. Isabelle n'est pas têtue ou difficile. Elle souffre d'une manière qu'elle n'a pas les mots pour expliquer. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez l'aider » demanda Raphaël, et pour la première fois, en des mois, il y avait une étincelle d'espoir dans sa voix. « Je ne peux pas promettre de miracle, » répondit honnêtement Marianne, « mais je peux promettre que je vais essayer de comprendre ce qu'elle ressent. J'ai été à sa place. » Cet après-midi-là, Raphaël signa le contrat de travail de Marianne sans hésiter. Pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il avait trouvé quelqu'un qui parlait le langage de sa fille, quelqu'un qui comprenait que la guérison vient parfois de la compréhension et non des protocoles médicaux. Marianne revint le lendemain très tôt, avant même l'arrivée de Madame Françoise. Raphaël l'accueillit dans la cuisine, encore surpris par la réaction d'Isabelle la veille. « Comment avez-vous réussi ? En 1 heure, vous avez obtenu ce que des dizaines de professionnels n'ont pas réussi en des mois. »« Je n'ai encore rien réussi, » répondit Marianne en se servant un verre d'eau. « Isabelle a simplement reconnu en moi quelqu'un qui comprend sa douleur. Ce n'est que le début. » Elle monta dans la chambre d'Isabelle et trouva la petite fille dans la même position que la veille. Mais cette fois, quand elle entra, Isabelle tourna légèrement le visage dans sa direction. « Bonjour Isabelle, comment as-tu dormi ?» demanda Marianne en s'asseyant de nouveau au même endroit que la veille. Il n'y eut pas de réponse verbale, mais Marianne remarqua que la petite était plus attentive à sa présence. « Tu sais, quand ma mère est morte, j'ai aussi arrêté de manger pendant un certain temps. La nourriture avait un goût étrange, comme si elle n'appartenait plus au monde où ma mère n'était pas. » Marianne parlait lentement, choisissant soigneusement chaque mot. Isabelle bougea sous les couvertures, et pour la première fois, ses paupières s'ouvrirent complètement, révélant des yeux sombres très semblables à ceux de son père. Ma grand-mère Rose m'apportait de petites tartines beurrées. Elle ne me forçait pas. Elle les laissait juste à côté de moi et disait que, quand je serais prête, la nourriture serait là à m'attendre. Marianne sortit de son sac un petit paquet enveloppé dans du papier aluminium. « Je t'ai apporté une petite tartine beurrée. Tu n'as pas besoin de la manger maintenant, ni aujourd'hui, ni demain. Je vais juste la laisser ici à côté de toi au cas où tu en aurais envie. » Elle posa le petit sandwich sur la table de chevet et retourna à sa place par terre. « Est-ce que je peux te raconter comment était ma mère ?» demanda Marianne. Isabelle hocha la tête presque imperceptiblement. Elle avait de longs cheveux comme les tiens, et elle sentait toujours le savon à la lavande. Quand j'étais triste ou que j'avais peur, elle s'asseyait sur mon lit et me chantait une chanson tout doucement jusqu'à ce que je m'endorme. « Ma maman chantait aussi, » murmura Isabelle, si bas que Marianne l'entendit à peine. C'était la première phrase complète qu'Isabelle prononçait en des mois. Marianne sentit ses yeux s'embuer de larmes, mais garda une voix ferme. « Quelle chanson te chantait-elle ? Une souris verte. » Isabelle ferma les yeux, comme si elle pouvait entendre la voix de sa mère dans sa mémoire. « C'est une très belle chanson. Tu veux que je te la chante ?» Isabelle hocha la tête, et Marianne commença à chanter doucement la comptine que tous les enfants français connaissent. Sa voix remplit la chambre silencieuse, portant avec elle des années de manque et de compréhension. Quand elle eut fini de chanter, Isabelle s'était complètement tournée vers Marianne. Ses yeux étaient fixés sur le visage de la jeune femme, comme si elle étudiait chaque trait, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait connaître si profondément le langage de sa douleur. « Toi aussi tu es triste sans ta maman ?» demanda Isabelle. « Oui, je le suis, tous les jours. Mais j'ai appris qu'on peut ressentir le manque et quand même vivre. Notre maman n'aurait pas voulu qu'on reste triste pour toujours. » Isabelle resta silencieuse quelques minutes, traitant les paroles de Marianne. Puis, lentement, elle tendit sa petite main
vers le pain que Marianne avait laissé sur la table de chevet. « Je peux en manger juste un petit bout ?» demanda-t-elle, comme si elle avait besoin d'une permission. « Tu peux en manger autant que tu veux ou ne rien manger du tout. C'est toi qui choisis. » Isabelle prit le petit sandwich et en prit une petite bouchée, mâchant lentement, comme si elle redécouvrait le goût de la nourriture. Puis, à la surprise de Marianne, des larmes commencèrent à couler sur le visage de la petite fille. « C'est bon ?» demanda doucement Marianne. « Oui, mais je me sens coupable, » confessa Isabelle entre deux sanglots. « Coupable de quoi ? Parce que si je mange, si je vais bien, j'ai peur d'oublier maman. » Marianne se leva lentement et s'approcha du lit, demandant silencieusement la permission avant de s'asseoir sur le bord. « Je peux te dire un secret. Plus tu prends soin de toi, plus tu honores la mémoire de ta maman. Elle t'aimait tellement qu'elle aurait voulu te voir grandir forte et heureuse. » Isabelle prit une autre bouchée du pain et cette fois, elle réussit à l'avaler, sans pleurer. En bas, Raphaël était monté silencieusement et observait la scène depuis la porte. En voyant sa fille manger pour la première fois en 2 mois, il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Madame Françoise apparut derrière lui et en assistant au miracle qui se produisait dans la chambre, elle se mit à pleurer silencieusement, portant les mains à sa poitrine. Ce n'était qu'un petit morceau de pain beurré, mais il représentait infiniment plus que cela. C'était la première étincelle de vie qui revenait dans les yeux d'Isabelle. Le premier pont construit au-dessus du gouffre de douleur qui avait séparé le père et la fille pendant des mois. Et Marianne savait que ce n'était que le premier pas d'un long, mais enfin possible, voyage. Les jours suivants devinrent un délicat rituel de patience et de découverte. Marianne arrivait tous les matins à 7 heures, transportant toujours dans son sac de petits sandwichs emballés dans du papier aluminium, et Isabelle se mit à attendre son arrivée, assise sur le bord de son lit, toujours enroulée dans sa couverture à papillons, mais les yeux attentifs à la porte de la chambre. Raphaël observait cette transformation avec un mélange de soulagement et de fascination. Pour la première fois depuis des mois, il y avait une routine qui ne tournait pas autour des consultations médicales et des médicaments. C'était une routine simple, humaine, construite sur la base fragile mais réelle de la confiance qu'Isabelle développait envers Marianne. « Bonjour, petit papillon », disait Marianne en entrant dans la chambre, utilisant le surnom affectueux qui était né naturellement entre elles. Isabelle avait commencé à sourire timidement, en entendant ces mots, un petit sourire qui illuminait tout l'appartement. « Tu as apporté le pain d'aujourd'hui ?» demandait Isabelle. Et cette simple question représentait une victoire monumentale pour tout le monde dans la maison. « Oui, je l'ai apporté, mais aujourd'hui j'ai une nouveauté. » Marianne s'asseyait sur le bord du lit, un privilège qu'elle avait conquis progressivement. « Et si tu m'aidais à choisir ce que nous allons préparer demain ?» Isabelle fronçait ses petits sourcils, se concentrant sur la décision comme si c'était la plus importante de sa vie. « Je peux choisir n'importe quoi ?»« Tout ce que tu veux. Je veux un croque-monsieur comme celui que maman faisait les dimanches après-midi, » dit Isabelle, et pour la première fois, elle mentionna Camille sans que ses yeux ne se remplissent de larmes. Marianne sourit, sentant son cœur s'accélérer avec cette nouvelle petite victoire. « Alors nous ferons le croque-monsieur de maman dimanche. » En bas, dans la cuisine, Raphaël finissait de prendre son petit déjeuner quand il entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois, le son du rire d'Isabelle. Il était faible, timide, mais il était authentique. Il posa sa tasse sur la table avec une telle force qu'il faillit la casser et Madame Françoise arriva en courant de la buanderie. « Qu'y a-t-il, monsieur Raphaël? Il s'est passé quelque chose ?»« Écoutez, » murmura Raphaël en montrant l'étage supérieur. Ils restèrent silencieux, et de nouveau le son du rire d'Isabelle résonna dans la maison. Madame Françoise porta les mains à sa bouche, les yeux s'emplissant de larmes. « Dieu merci, » murmura-t-elle, « notre petite fille est en train de revenir. » Raphaël monta lentement les escaliers, voulant confirmer de ses propres yeux ce que ses oreilles avaient capté. Il s'arrêta à la porte de la chambre et vit Isabelle assise sur le lit, discutant avec animation, avec Marianne des différents types de fromages qu'elle pourrait utiliser pour le croque-monsieur du dimanche. « Et si on mettait ce fromage qui fond super bien ?» suggérait Isabelle. « De l'emmental ?» demanda Marianne. « C'est ça, et du jambon aussi. Maman mettait toujours du jambon. » Raphaël s'adossa au mur du couloir, trop ému pour entrer dans la chambre. C'était comme regarder sa fille renaître, mot par mot, sourire par sourire.
Au cours de la semaine, la routine s'établit naturellement. Marianne arrivait le matin et passait les 2 premières heures dans la chambre avec Isabelle, discutant, chantant les chansons que Camille avait l'habitude de chanter et offrant toujours de petites portions de nourriture qu'Isabelle se mit à accepter avec de moins en moins de résistance chaque jour. « Marianne, dit Isabelle un jeudi pluvieux, je peux te poser une question ? Bien sûr, tu peux demander n'importe quoi. Quand ta maman est morte, tu t'es mise en colère contre Dieu ?» La question prit Marianne au dépourvu. Elle arrêta de coiffer les cheveux d'Isabelle et réfléchit avant de répondre. « Oui, pendant longtemps j'ai été très en colère. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait emporté ma mère et laissé les autres mères avec leurs enfants. Moi aussi je suis en colère, confessa Isabelle à voix basse, mais j'ai peur de le dire à papa. Il est déjà si triste. » Marianne s'assit en face d'Isabelle, tenant doucement ses petites mains. « Tu sais ce que ma grand-mère Rose m'a dit quand je lui ai raconté que j'étais en colère? Elle a dit que Dieu comprend quand on est en colère. Il sait que c'est parce qu'on aime très fort. Tu crois que maman sait que je suis en colère? Je suis sûr qu'elle le sait, et je suis sûr qu'elle comprend. » Isabelle resta pensive quelques instants. « Marianne, tu penses que si je vais mieux, si je recommence à jouer et à être heureuse, maman sera heureuse aussi? Je pense qu'elle est déjà heureuse juste de voir que tu parles, que tu manges, que tu souris à nouveau. Alors, je vais essayer d'aller mieux plus vite, » déclara Isabelle, avec une détermination qui surprit Marianne. Samedi soir, Raphaël était dans son bureau quand Marianne frappa à la porte. « Excusez-moi, monsieur Raphaël, puis-je vous parler? »« Bien sûr, entrez. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Raphaël. » Marianne entra dans le bureau et Raphaël remarqua qu'elle semblait hésitante, comme si elle luttait pour trouver les mots justes. « C'est à propos du croque-monsieur de demain, » commença-t-elle. « Isabelle est très excitée, mais je voulais vous en parler avant. Elle veut préparer le sandwich que sa mère faisait le dimanche. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Les dimanches avaient été sacrés pour Camille et Isabelle. C'était le jour où elle préparait des croque-monsieur dans la cuisine, riant en faisant des bêtises, créant des souvenirs qui faisaient maintenant mal comme des plaies ouvertes. « Je sais que ça doit être difficile, » continua Marianne, remarquant l'expression de douleur sur le visage de Raphaël. « Mais je pense qu'Isabelle a besoin de se reconnecter avec les souvenirs heureux de sa mère, pas seulement avec la tristesse de la perte. »« Vous avez raison, » dit Raphaël après quelques instants de silence. « C'est juste que depuis que Camille est morte, j'ai évité tout ce qui me la rappelait. Je pensais que ce serait plus facile comme ça. » « Et est-ce que ça a été plus facile ?» Raphaël eut un rire amer. « Non, c'était impossible. Elle est dans chaque recoin de cette maison, dans chaque souvenir. Fuir la douleur ne l'a pas fait disparaître. » Isabelle aussi fuyait la douleur. Mais parfois, pour guérir, il faut traverser la douleur, pas la fuir. Le dimanche matin, la cuisine de l'appartement de Neuilly-sur-Seine se réveilla différemment. Isabelle s'était levée tôt, avant même l'arrivée de Marianne, et attendait avec impatience à la table du petit déjeuner, balançant ses petites jambes. « Papa, quand Marianne arrivera, on va faire le croque-monsieur de maman, » annonça-t-elle quand Raphaël apparut en peignoir, encore endormi. « Oui, ma princesse, » répondit Raphaël, et pour la première fois depuis des mois, il ne sentit pas l'envie de pleurer en étant appelé papa. Marianne arriva ponctuellement à 9 heures et trouva Isabelle déjà dans la cuisine, avec un tablier bien trop grand pour elle noué à la taille. « Je suis prête, » déclara la petite fille en levant les bras. « Alors commençons notre cours de cuisine, » dit Marianne en riant. Raphaël observait depuis la porte de la cuisine, pendant que Marianne enseignait à Isabelle comment beurrer le pain, placer le fromage et le jambon dans la bonne mesure et chauffer la poêle à la température idéale. « Maman disait toujours que le secret, c'était la patience, » commenta Isabelle, concentrée sur sa tâche. Il ne fallait pas être pressé pour le faire dorer. « Ta mère avait raison. Les meilleures choses de la vie demandent de la patience, » répondit Marianne. Quand le croque-monsieur fut prêt, doré et parfumé, Isabelle le coupa soigneusement en 2 et plaça les morceaux dans une assiette. « Papa, » appela-t-elle, « viens goûter. » Raphaël s'approcha du comptoir, le cœur battant. C'était la première fois qu'Isabelle l'appelait pour participer activement à quelque chose depuis la mort de Camille. « C'est comme celui de maman ?» demanda Isabelle, attendant avec anxiété le verdict de son père. Raphaël prit une bouchée du sandwich et ferma les yeux. Pendant un instant,
C'était comme si Camille était là dans la cuisine avec eux, souriant, remplissant la pièce de son énergie contagieuse. « Il est parfait, ma princesse, exactement comme celui de maman. » Isabelle sourit, radieuse, et se tourna vers Marianne. « Maintenant, c'est à toi de goûter. » Tous les trois restèrent dans la cuisine, partageant le sandwich et discutant de choses simples, comment le fromage avait parfaitement fondu, comment le pain était croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, comment Camille serait fière de voir Isabelle cuisiner. « Marianne, » dit Isabelle après avoir terminé sa part, « je peux te dire un secret ?»« Bien sûr. J'essayais d'arrêter de manger pour aller retrouver maman au ciel. » Le silence qui suivit fut dense et chargé d'émotions. Raphaël eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac et Marianne dut s'appuyer sur le comptoir. « Petit papillon, » dit Marianne d'une voix étranglée, « savais-tu que si tu avais réussi à aller au ciel, ta maman aurait été très triste? Pourquoi? Parce que les mamans veulent que leurs enfants vivent, grandissent, soient heureux. Ta maman n'aurait pas voulu que tu ailles au ciel si petite. Elle aurait voulu que tu grandisses, que tu étudies, que tu aies des amis, que tu te maries, que tu aies tes propres enfants. » Isabelle absorba cette information avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. « Alors je peux avoir le manque de maman, mais je dois vivre. » Exactement. Le manque existera toujours, mais il n'a pas besoin de t'empêcher d'être heureuse. Raphaël s'approcha d'Isabelle et la prit dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Elle ne résista pas. Au contraire, elle se blottit contre la poitrine de son père comme elle le faisait avant l'accident. « Papa, toi aussi, tu essayais de ne pas vivre ?» demanda Isabelle avec son honnêteté dévastatrice. Raphaël ne put répondre immédiatement. La question de sa fille avait touché en plein cœur de sa propre blessure. Il avait passé des mois à fonctionner en pilote automatique, travaillant obsessionnellement, évitant de ressentir, évitant de vivre. « Je crois que oui, ma princesse. Je crois que nous avons tous les deux oublié comment vivre sans maman. Mais maintenant, Marianne nous réapprend, n'est-ce pas ?» Raphaël regarda Marianne, qui était à côté de l'évier en train de faire la vaisselle, essayant discrètement d'essuyer les larmes qui coulaient sur son visage. « Oui, c'est vrai, Marianne nous apprend qu'on peut ressentir le manque et être heureux quand même. » Cet après-midi-là, Isabelle demanda à regarder un film dans le salon, la première fois qu'elle sortait de sa chambre de sa propre volonté. Tous les trois s'installèrent sur le canapé, Isabelle entre Marianne et Raphaël, et regardèrent une comédie pour enfants qui fit rire la petite fille à plusieurs reprises. Pendant le film, Isabelle se tourna vers Marianne et murmura « Tu resteras toujours avec nous ? Je resterai aussi longtemps que vous voudrez que je reste. Je veux que tu restes pour toujours. Alors je resterai pour toujours. » Raphaël, qui avait entendu la conversation chuchoter, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Pas seulement l'espoir qu'Isabelle se rétablisse, mais l'espoir qu'ils pourraient redevenir une famille, même si c'était une famille différente de celle qu'ils avaient avant. À la fin de l'après-midi, alors que Marianne se préparait à partir, Isabelle courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Merci de m'avoir réappris à vivre, » dit la petite fille. « Merci de m'avoir laissé apprendre avec toi, » répondit Marianne. Après qu'Isabelle soit allée prendre son bain avec Madame Françoise, Raphaël s'approcha de Marianne à la porte. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous. » « Il n'y a pas besoin de remercier. Isabelle m'apprend autant que je lui apprends. »« Marianne, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Oui. »« Comment avez-vous réussi à surmonter la perte de votre mère? Comment avez-vous réussi à revivre pleinement ?» Marianne sourit tristement. « La vérité, c'est que je ne l'ai jamais complètement surmontée. Elle me manque encore tous les jours. Mais j'ai appris que porter le manque ne signifie pas arrêter de vivre. Cela signifie vivre en honorant la mémoire de ceux qu'on aime. Pensez-vous que je pourrais apprendre cela aussi? Je pense que vous êtes déjà en train d'apprendre. » Quand Marianne quitta l'appartement ce soir-là, Raphaël resta sur le balcon à regarder la scène, avec Isabelle à ses côtés. Pour la première fois depuis des mois, le silence entre eux n'était pas lourd ou douloureux. C'était un silence de camaraderie, d'un père et d'une fille qui retrouvèrent le chemin l'un vers l'autre. « Papa, » dit Isabelle en lui tenant la main. « Oui, ma princesse. Je crois que maman est heureuse de nous voir comme ça. » « Je le crois aussi, Isabelle. Je le crois vraiment. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Isabelle dormit toute la nuit sans se réveiller en pleurant, et Raphaël réussit à dormir sans faire de cauchemar.
La guérison n'en était qu'à ses débuts, mais elle avait enfin vraiment commencé. Nourrie par des croque-monsieur, des conversations sincères et la présence transformatrice de quelqu'un qui avait osé simplement rester quand tous les autres n'arrivaient plus à l'atteindre. Les mois suivants apportèrent une transformation silencieuse, mais profonde à l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Les rideaux, qui étaient restés fermés depuis l'accident, furent de nouveau ouverts, permettant à la lumière dorée du soleil parisien d'inonder les pièces. Le piano à queue de Camille fut déverrouillé, et Isabelle se mit à pianoter sur les touches en fin d'après-midi, essayant de reproduire les mélodies que sa mère avait l'habitude de jouer. Marianne était devenue une partie essentielle de la routine de la famille. Sa présence n'était plus seulement professionnelle, elle s'était intégrée naturellement à la dynamique de la maison, apportant avec elle une énergie douce qui complétait parfaitement la personnalité plus réservée de Raphaël et la sensibilité en voie de guérison d'Isabelle. « Marianne, tu déjeunes avec nous aujourd'hui ?» demandait Isabelle tous les matins, et la réponse toujours affirmative faisait briller ses yeux de joie. Raphaël observait ces petites interactions avec un sentiment qu'il mit du temps à reconnaître. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ce que Marianne faisait pour Isabelle, c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Il se surprenait à attendre avec impatience son arrivée chaque matin, prêtant attention aux détails. Comment elle attachait ses cheveux quand elle était concentrée, comment son rire résonnait dans la maison quand Isabelle racontait une de ses blagues d'enfant, comment elle avait le don de transformer des moments simples en souvenirs spéciaux. Un jeudi de mars, après qu'Isabelle eût été réinscrite à l'école et s'adaptait bien à la routine, Raphaël trouva le courage d'avoir une conversation qu'il reportait depuis des semaines. « Marianne, puis-je vous parler ?» demanda-t-il quand Isabelle sortit jouer sur l'aire de jeu de la résidence avec Madame Françoise. « Bien sûr. Il s'est passé quelque chose ?» Ils s'assirent sur le balcon qui donnait sur la ville. Le vent balançait doucement les rideaux, et Raphaël réalisa que c'était la première fois depuis des mois qu'il pouvait apprécier la beauté de cet endroit sans ressentir une pointe de douleur. « Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'Isabelle a recommencé à manger ou à parler, il s'agit d'avoir redonné vie à cette maison. » Marianne sourit, mais il y avait une tristesse subtile dans ses yeux. Isabelle est une petite fille incroyable. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprenne son langage. « Il ne s'agit pas seulement d'Isabelle, » dit Raphaël en rassemblant son courage. « Il s'agit de moi aussi. Vous m'avez aidé à me souvenir comment être un père à nouveau, comment vivre à nouveau. »« Raphaël, laissez-moi finir, » demanda-t-il gentiment. « Je sais que notre situation est compliquée. Vous travaillez pour moi. Vous vous êtes occupé de ma fille à un moment terrible de nos vies. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Marianne détourna le regard vers la ville, ses mains nerveuses jouant avec la lanière de son sac. « Que ressentez-vous » demanda-t-elle à voix basse. « Je suis en train de tomber amoureux de vous, Marianne, et j'ai l'impression, par la façon dont vous me regardez parfois, par la façon dont vous vous souciez non seulement d'Isabelle, mais aussi de moi, que peut-être vous ressentez quelque chose de similaire. » Le silence qui suivit ne fut pas inconfortable, mais il était chargé d'émotion. Marianne se tourna enfin pour le regarder, et Raphaël put voir des larmes se former dans ses yeux. « Oui, je le ressens, » avoua-t-elle. « Depuis le premier jour, quand je vous ai vu désespéré par la situation d'Isabelle, quand j'ai réalisé à quel point vous aimez votre fille, à quel point vous souffriez. Mais j'ai peur, Raphaël. » « Peur de quoi ? » ?»« Peur de confondre la gratitude et l'amour, peur de profiter d'un moment de vulnérabilité, peur que, lorsque tout se normalisera, vous réalisiez que ce que vous ressentez n'est pas réel. » Raphaël s'approcha d'elle, lui prenant doucement les mains. « Marianne, ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec la gratitude. C'est lié à la femme extraordinaire que vous êtes, à votre force, votre compassion, votre capacité à aimer sans rien attendre en retour. Et si ça ne marche pas? Isabelle a déjà perdu une mère. Je ne peux pas risquer de la blesser. Isabelle vous aime, Marianne. N'importe qui peut le voir. Et quant à savoir si ça va marcher... » Raphaël s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne peux pas vous promettre que ce sera parfait, mais je peux vous promettre que je me battrai pour nous, pour cette famille que nous construisons ensemble. » Marianne ferma les yeux, respira profondément et quand elle les rouvrit, il y avait une décision là.
Je suis aussi en train de tomber amoureuse de vous, Raphaël, et d'Isabelle, de cette vie que vous m'avez permis de partager. » Le premier baiser se produisit naturellement, doux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux à travers leurs larmes. « Et maintenant ?» demanda Marianne. « Maintenant, nous vivons un jour à la fois. Rien n'a besoin de changer immédiatement. Nous continuons à nous occuper d'Isabelle. Nous continuons notre routine, mais maintenant en sachant qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. » Ce soir-là, Isabelle remarqua qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air. Pendant le dîner, elle observait Raphaël et Marianne avec sa sagacité d'enfant, notant les sourires plus fréquents, les conversations qui coulaient plus facilement, la façon dont ils se regardaient quand ils pensaient qu'elle ne voyait pas. « Papa, » dit-elle à l'heure du coucher, pendant que Raphaël ajustait ses couvertures, « qu'y a-t-il, ma princesse ?»« Tu es plus heureux. » Raphaël sourit, embrassant le front de sa fille. « Oui, je le suis. C'est à cause de Marianne ?» La question directe d'Isabelle le prit au dépourvu, mais il décida de répondre avec honnêteté. « C'est aussi à cause d'elle, et surtout à cause de toi. »« J'aime bien Marianne, » déclara Isabelle. « Elle me fait penser à maman, mais d'une bonne manière. »« Comment ça ?»« Maman disait toujours que l'amour ne diminue pas quand on le partage. Il grandit. Je crois que c'est ce qui se passe avec toi et Marianne. » Raphaël fut ému par la maturité de sa fille. « Serais-tu heureuse si Marianne restait avec nous pour toujours, pas seulement comme nounou, mais comme famille ?» Isabelle réfléchit quelques instants avec le sérieux que la question méritait. « Maman aurait bien aimé Marianne, dit-elle finalement. Elle aurait voulu qu'on soit heureux. Alors oui, je serais très heureuse. » Les semaines passèrent, et la relation entre Raphaël et Marianne se développa de manière organique. Il n'y eut ni hâte ni pression, juste une découverte progressive et naturelle de la façon dont leur vie s'emboîtait parfaitement. Marianne commença à rester pour le dîner plus fréquemment, participant aux conversations sur la journée d'Isabelle à l'école, aidant aux devoirs, partageant des histoires de sa propre enfance. Isabelle s'épanouit dans cet environnement de sécurité et d'amour. Elle se remit à dessiner, une activité qu'elle avait complètement abandonnée après la mort de sa mère. Ses dessins représentaient maintenant une famille de 3 personnes, un homme grand, une femme aux cheveux longs et une petite fille, tous se tenant la main devant une maison colorée. « Ça c'est toi, papa, ça c'est moi, et ça c'est Marianne », expliquait-elle, montrant fièrement ses dessins. « Et où sommes-nous ?»« Dans notre maison, mais ce n'est pas cette maison triste d'avant. C'est une maison heureuse, où tout le monde sourit. » Le rituel des croque-monsieur du dimanche était devenu sacré pour eux 3. C'était le moment de la semaine où ils se réunissaient dans la cuisine, Isabelle dirigeant l'opération avec un sérieux de chef professionnel, Marianne l'assistant avec une patience infinie, et Raphaël observant et participant au désordre organisé qui était devenu la marque de fabrique de ces moments. « Aujourd'hui, on va essayer un sandwich différent », annonça Isabelle un dimanche de mai ayant fêté ses 6 ans quelques semaines plus tôt. « Différent comment ?» demanda Marianne, curieuse. « On va mettre de la tomate et de la salade, comme tu aimes, Marianne, et ce fromage spécial que papa a apporté. »« Du brie, » précisa Raphaël. « C'est ça, ça va être gourmet, » dit Isabelle, utilisant un mot qu'elle avait récemment appris et adorait répéter. Pendant qu'ils préparèrent le sandwich, Isabelle raconta sa semaine à l'école, sa nouvelle amie, l'institutrice qui avait complimenté son dessin de la famille. Sa guérison était complète, mais plus que cela. Elle était devenue une version encore plus forte et résiliente d'elle-même. « Marianne, » dit Isabelle pendant qu'ils attendaient que le sandwich dort dans la poêle, « je peux te dire un secret ?»« Bien sûr. Parfois, je rêve de maman, et dans le rêve, elle est heureuse. Elle me dit qu'elle est fière de comment j'ai grandi et qu'elle t'aime beaucoup. » Marianne fut émue, mais réussit à garder une voix ferme. « Quel beau rêve, petit papillon. Et tu sais quoi d'autre? Dans le rêve, maman dit que toi et papa vous êtes faits l'un pour l'autre. » Raphaël, qui organisait la table, s'arrêta. Isabelle avait parlé avec une telle naturalité, une telle certitude, qu'il semblait impossible de douter de la vérité de ses paroles. Cet après-midi-là, après qu'Isabelle fut sortie jouer avec ses amis de la résidence, Raphaël et Marianne restèrent seuls dans le salon. « Elle a raison, tu sais, » dit Raphaël. « À propos de quoi ?»« Sur le fait que nous sommes faits l'un pour l'autre. » Marianne sourit, se blottissant à côté de lui sur le canapé. «
Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu n'as pas seulement sauvé Isabelle, tu m'as sauvé aussi. Avant ton arrivée, je fonctionnais en pilote automatique, je survivais, je ne vivais pas. Tu m'as montré qu'il est possible de porter le manque de Camille et de construire quand même une nouvelle vie pleine d'amour. Camille était spéciale, dit Marianne. Je peux le sentir dans chaque recoin de cette maison, dans chaque histoire qu'Isabelle raconte sur elle. Elle l'était, et je sais qu'elle approuverait ce qui se passe entre nous. Camille disait toujours que l'amour est la seule chose au monde qui grandit quand on le partage. Isabelle a dit exactement la même chose. Elle a hérité de la sagesse de sa mère. Ce soir-là, Raphaël prit une décision qui mûrissait depuis des semaines. Après qu'Isabelle se fut endormie, il se dirigea vers sa chambre et ouvrit le tiroir de la commode où il gardait les bijoux de Camille. Pas sa bague de fiançailles, celle-ci resterait pour Isabelle quand elle serait grande, mais une délicate chaîne en or que Camille portait lors des occasions spéciales. Le lendemain, matin avant l'arrivée de Marianne, Raphaël appela Isabelle pour une conversation sérieuse. « Princesse, je dois te parler de quelque chose d'important. » Isabelle s'assit sur le lit, prêtant toute son attention. « Tu sais que Marianne et moi, on s'aime beaucoup, n'est-ce pas ?»« Vous vous aimez, » corrigea Isabelle avec sa franchise habituelle. « C'est vrai, nous nous aimons. Et je pensais lui demander de m'épouser. Qu'en penses-tu » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent comme des feux d'artifice. « Sérieux, papa? Marianne va devenir ma maman pour de vrai? » « Si elle accepte, et si tu le veux, oui. » Isabelle sauta du lit et serra Raphaël si fort qu'elle faillit le faire tomber. « Je veux trop. » « Alors tu m'aides à lui faire ma demande? »« Comment ?» Raphaël montra la chaîne en or à Isabelle. « Cette chaîne appartenait à maman. Je pense qu'elle aimerait que Marianne la porte. » Isabelle tint le bijou avec précaution, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « Maman adorerait que Marianne porte ça. »« Tu veux m'aider à le lui donner? Je peux être ton assistante de mariage. » Raphaël rit serrant sa fille dans ses bras. « Tu peux être mon assistante de mariage officielle. » Quand Marianne arriva ce matin-là, elle trouva le père et la fille dans le salon, tous deux avec des expressions mystérieuses. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle. « On a une surprise pour toi, » dit Isabelle, contenant à peine son excitation. « Quel genre de surprise ?» Raphaël s'approcha, tenant la main d'Isabelle. « Marianne, au cours des derniers mois, tu as transformé notre vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu as apporté de la lumière dans notre obscurité, de l'espoir dans notre désespoir, de l'amour dans notre vide. » Marianne commença à comprendre ce qui se passait et sa respiration s'accéléra. « Veux-tu m'épouser ?» demanda Raphaël en s'agenouillant devant elle. Isabelle courut aux côtés de Marianne, lui tendant la chaîne en or. « Et veux-tu être ma maman de cœur ?» Marianne regarda le père et la fille agenouillés devant elle, offrant non seulement de l'amour mais une famille complète, une vie qu'elle n'avait jamais rêvée pour elle-même. Les Césias, larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de pur bonheur. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je veux t'épouser, Raphaël, et je veux être ta maman de cœur pour toujours, Isabelle. » L'étreinte qui suivit fut longue et pleine de promesses. Isabelle au milieu, Raphaël et Marianne l'enveloppant, créant un cercle parfait d'amour et de protection. « Maintenant, on est une vraie famille ?» demanda Isabelle. « Nous l'avons toujours été, » répondit Marianne en embrassant le sommet de la tête de la petite fille. « J'ai juste mis un peu de temps à le réaliser. » Ce soir-là, après qu'Isabelle se fut endormie, Raphaël et Marianne restèrent sur le balcon à planifier l'avenir. Ils décidèrent que ce serait un mariage simple, à la maison, avec seulement les personnes les plus importantes. Isabelle serait la demoiselle d'honneur, bien sûr, et Madame Françoise aiderait à tous les préparatifs. « Tu es sûre ?» demanda Marianne. « Sûre que c'est ce que tu veux ?»« Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie, » répondit Raphaël. « Et toi ?» Marianne regarda l'appartement derrière eux qui était devenu un véritable foyer, pensa à la petite fille endormie dans la chambre d'à côté qui avait appris à l'aimer comme sa fille, pensa à l'homme à ses côtés qui avait ouvert son cœur à un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « J'en suis absolument certaine, » dit-elle, « c'est la vie que j'ai toujours voulu, sans jamais savoir que je pouvais l'avoir. Et cette nuit-là, sous les étoiles de Paris, une famille qui était née de la douleur était complètement guérie par l'amour.
prête à écrire un nouveau chapitre de bonheur qui honorerait pour toujours la mémoire de Camille et célébrerait la force transformatrice de l'amour véritable. 6 mois plus tard, un matin de novembre, où l'automne parisien peignait le ciel d'un bleu cristallin, l'appartement de Neuilly-sur-Seine s'éveilla avec une énergie spéciale. C'était le jour du mariage de Raphaël et Marianne, et Isabelle s'était réveillée avant le lever du soleil, trop excitée pour continuer à dormir. « Papa, Marianne, c'est le grand jour !» cria-t-elle, courant dans les couloirs avec son peignoir rose flottant derrière elle. Raphaël apparut de la cuisine, déjà vêtu d'une chemise bleu marine, souriant d'un bonheur qui transformait complètement son expression. Les derniers mois avaient effacé les rides de tristesse de son visage, les remplaçant par des rides de sourire autour de ses yeux. « Bonjour, mademoiselle d'honneur », dit-il en prenant Isabelle dans ses bras. « Prête pour le jour le plus important de notre vie ?»« Plus que prête. Où est Marianne ?»« Elle se prépare encore. Tu sais comment c'est. Les mariées ont besoin de plus de temps pour être belles. »« Mais elle est déjà la plus belle du monde », déclara Isabelle avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. Marianne apparut en haut de l'escalier, descendant lentement. Elle portait une robe simple de couleur champagne, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans ostentation. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, orné de petites fleurs blanches, et à son cou brillait discrètement la chaîne en or de Camille. « Waouh !» murmura Raphaël, « tu es radieuse. » Isabelle sauta des bras de son père et courut vers Marianne. « Tu es comme une vraie princesse. Et toi aussi, tu es comme une princesse, » répondit Marianne en ajustant la robe blanche d'Isabelle, qui avait été choisie spécialement pour l'occasion. Madame Françoise apparut de la cuisine les yeux humides. Au cours des derniers mois, elle avait été témoin de la transformation complète de cette famille, et voir le bonheur affiché sur le visage de tous était comme assister à un miracle se déroulant sous ses yeux. « Madame Françoise, vous pleurez ?» demanda Isabelle, inquiète. « Ce sont des larmes de joie, ma petite. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu cette maison aussi pleine de bonheur. » La cérémonie devait avoir lieu dans le salon de l'appartement, avec seulement quelques invités proches. Patricia, la sœur de Raphaël, venue spécialement de Lyon, quelques collègues de travail, la grand-mère Rose de Marianne, qui avait fait le voyage depuis l'Auvergne et était trop émue pour parler, et quelques voisins devenus des amis de la famille. L'officier d'état civil, un homme aimable d'âge mûr, qui avait été touché par l'histoire du couple, arriva ponctuellement à 10 heures. Raphaël lui avait raconté comment Marianne avait sauvé Isabelle et, par conséquent, toute la famille, et le magistrat était visiblement ému de pouvoir officialiser une union née de circonstances si spéciales. Avant de commencer la cérémonie, dit Isabelle, se positionnant à côté de l'officier avec le sérieux d'une adulte, j'aimerais dire quelque chose. Tous les invités se tournèrent vers la petite fille, curieux. Je veux remercier maman au ciel d'avoir envoyé Marianne pour prendre soin de papa et moi quand on en avait le plus besoin. Et je veux promettre que je prendrai soin d'eux pour toujours, comme une vraie famille. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Patricia porta les mains à sa poitrine. Grand-mère Rose soupira profondément, et même l'officier dut discrètement essuyer ses lunettes. « Isabelle, dit l'officier, voudrais-tu apporter les alliances aux mariés ?» Isabelle hocha la tête solennellement et s'approcha de Raphaël et Marianne avec un petit coussin sur lequel reposaient 2 simples anneaux en or. « Celui-ci est pour toi, papa, » dit-elle en tendant l'un des anneaux, « et celui-ci est pour toi, maman de cœur. » Le mot « maman » s'était établi naturellement entre Isabelle et Marianne au cours des dernières semaines, sans force ni artificialité. C'était simplement ce qu'elle ressentait et exprimait avec la pure honnêteté de l'enfance. Raphaël prit l'alliance de Marianne et la regarda dans les yeux. « Marianne, tu es arrivée dans notre vie quand tout semblait perdu. Tu as apporté la lumière là où il n'y avait que ténèbres, l'espoir là où il n'y avait que désespoir. Je promets de t'aimer tous les jours de ma vie, d'être ton compagnon dans toutes les joies et les peines, et de construire avec toi une famille basée sur l'amour véritable. » Marianne tint l'alliance de Raphaël avec des mains légèrement tremblantes. « Raphaël, toi et Isabelle m'avez donné quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Une famille. Vous m'avez appris que l'amour n'a pas de limite, qu'il est possible d'aimer profondément sans essayer de remplacer ceux qui étaient là avant. Je promets de prendre soin de vous,
d'honorer la mémoire de Camille et d'être la meilleure épouse et mère que je puisse être. Pendant qu'ils échangèrent les alliances, Isabelle tenait leurs deux mains, unissant symboliquement la famille qui s'était formée à travers la douleur et consolidée par l'amour. « Vous pouvez vous embrasser maintenant », annonça Isabelle avant même que l'officier ait fini de parler, provoquant des rires dans toute la salle. Le baiser fut doux, respectueux, mais chargé de promesses de bonheur. Les applaudissements résonnèrent dans le salon et Isabelle se jeta dans leurs bras, créant une étreinte familiale qui scellait définitivement leur union. « Maintenant, on est une famille officielle », déclara Isabelle, radieuse. La fête se poursuivit dans le salon et sur le balcon, avec un déjeuner préparé par Madame Françoise qui comprenait tous les plats préférés d'Isabelle. La petite fille circulait parmi les invités comme une petite hôtesse, racontant à tous ceux qu'elle rencontrait comment Marianne l'avait sauvée, elle et son père. « Vous savez, dit-elle à sa grand-mère, Rose, Marianne aussi a perdu sa maman quand elle était petite, comme moi. C'est pour ça qu'elle a compris ma tristesse. » Grand-mère Rose, avec ses 80 ans et la sagesse de celle qui a beaucoup vécu, prit les petites mains d'Isabelle. « Parfois, ma petite, les bonnes personnes arrivent dans notre vie exactement quand on en a le plus besoin. Ta Marianne est un ange. Je sais. Et maintenant, c'est ma maman pour toujours. » À la fin de l'après-midi, après le départ de tous les invités, la nouvelle famille se réunit sur le balcon pour regarder le coucher du soleil. Isabelle était assise sur les genoux de Marianne, jouant distraitement avec la chaîne en or qui ornait maintenant le cou de sa nouvelle mère. « Marianne, dit Isabelle pensivement, tu penses que ma maman du ciel et ta maman du ciel sont amies maintenant? Je suis sûre qu'elles sont les meilleures amies du monde, répondit Marianne en caressant les cheveux de la petite. Alors elles ne sont pas seules, n'est-ce pas? Non, petit papillon, personne n'est seul. Raphaël observait la scène, le cœur débordant, de gratitude. Un an plus tôt, sa vie s'était complètement effondrée. Il avait perdu sa femme, failli perdre sa fille, et s'était complètement perdu en tant qu'homme et en tant que père. Maintenant, en regardant Marianne et Isabelle parler d'anges et de mères célestes, il comprenait qu'il est parfois nécessaire de tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. « À quoi penses-tu » demanda Marianne, remarquant le regard lointain de son mari. « Je pense à quel point la vie est surprenante. Il y a un an, j'étais convaincu que notre histoire était terminée. Et maintenant, nous commençons une histoire complètement nouvelle, » compléta Marianne. « Pas nouvelle, » corrigea Isabelle, toujours sage. « La même histoire, mais avec une fin heureuse. » Ce soir-là, après qu'Isabelle se fut endormie dans son lit, avec un sourire de satisfaction sur le visage, Raphaël et Marianne restèrent dans le salon à organiser les cadeaux de mariage et à parler de la journée parfaite qu'ils avaient partagée. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Raphaël. « Seulement de ne pas être arrivé plus tôt dans votre vie, » répondit Marianne en se blottissant contre lui sur le canapé. « Tu es arrivé au bon moment. Camille disait toujours que tout arrive au bon moment. Tu sens qu'elle approuve ?» Raphaël sourit, regardant vers le piano où une photo de Camille occupait une place d'honneur, non plus comme un autel de douleur, mais comme une célébration d'un amour éternel. « J'en suis absolument certain. Aujourd'hui, pendant la cérémonie, quand Isabelle a tenu nos mains, j'ai eu l'impression que Camille était là avec nous, bénissant notre union. 3 ans passèrent depuis le mariage. Isabelle, maintenant âgée de 9 ans, était devenue une jeune fille confiante, joyeuse, pleine de rêves et de projets pour l'avenir. Elle étudiait le piano sur le même instrument où sa mère biologique avait l'habitude de jouer et rêvait de devenir enseignante quand elle serait grande, inspirée par la manière dont Marianne avait pris soin d'elle. L'appartement de Neuilly-sur-Seine s'était complètement transformé. Les murs qui résonnaient autrefois de silence vibraient maintenant de rires, de conversations animées sur la journée d'école d'Isabelle, de discussions sur le travail et de projets d'avenir. Ce qui était autrefois un mausolée de souvenirs douloureux était devenu un foyer vibrant de vie. Raphaël avait changé sa routine de travail pour passer plus de temps à la maison. Il avait découvert que le succès professionnel n'avait de sens que lorsqu'il était partagé avec ceux qu'il aimait. Marianne avait repris ses études, suivant des cours de pédagogie le soir, déterminée à travailler professionnellement avec des enfants, ayant subi des traumatismes similaires à celui d'Isabelle. Un dimanche après-midi,
alors qu'ils préparaient leur traditionnel croque-monsieur, un rituel resté sacré au fil des ans, Isabelle posa une question qui surprit ses parents. « Marianne, est-ce que papa et toi allez avoir un bébé ?» Marianne faillit laisser tomber la poêle. « Pourquoi demandes-tu ça, mon amour ?»« Parce que Julia à l'école a dit que quand les parents se marient, ils ont des bébés. Et j'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur. » Raphaël et Marianne se regardèrent. C'était une conversation qu'ils avaient eue quelquefois, mais toujours reportée, craignant qu'Isabelle ne se sente pas à l'aise avec l'idée. « Tu aimerais avoir un petit frère ?» demanda Raphaël. « Beaucoup. Comme ça, je pourrais lui apprendre tout ce que Marianne m'a appris, et je pourrais lui parler de maman au ciel aussi. Et si c'était une petite sœur? Encore mieux. Je m'occuperais d'elle comme Marianne s'occupe de moi. » Marianne s'agenouilla à la hauteur d'Isabelle. « Mon amour, si nous avions un bébé, tu comprends que cela ne changerait rien à l'amour que nous ressentons pour toi, n'est-ce pas? Tu seras toujours notre première fille, notre petit papillon. » « Je sais. L'amour grandit quand on le partage, tu te souviens? Maman au ciel me l'a appris. » 6 mois plus tard, Marianne découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie par une explosion de joie de la part d'Isabelle, qui s'auto-proclama immédiatement grande sœur officielle et commença à planifier la vie avec le nouveau membre de la famille. « On va l'appeler comment ?» demandait-elle tous les jours. « D'abord, il faut savoir si c'est un garçon ou une fille, » expliquait patiemment Raphaël. « Peu importe. Si c'est un garçon, on peut l'appeler Gabriel. Si c'est une fille, on peut l'appeler Espérance. »« Pourquoi ces prénoms ?» demanda Marianne. « Gabriel parce que c'est un nom d'ange comme maman au ciel, et Espérance parce que c'est ce que tu as apporté à notre famille. » Le jour où Marianne atteignit son 5e mois de grossesse, lors d'une échographie de routine, ils découvrirent que ce serait une fille. Isabelle était dans la salle d'examen, tenant la main de Marianne et regardant, fascinée, l'écran où l'on pouvait voir le bébé. « Elle bouge !» s'exclama Isabelle. « Regarde, elle me fait un signe de la main. »« On dirait qu'elle connaît déjà la voix de sa grande sœur, » dit le médecin en souriant. « Espérance !» murmura Isabelle en touchant doucement le ventre de Marianne. « Bienvenue dans notre famille. » Un après-midi de décembre, 3 jours avant Noël, alors qu'Isabelle aidait Marianne à décorer le sapin, la petite fille s'arrêta brusquement. « Marianne, je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon amour, tu peux tout me dire. Parfois, je rêve de maman au ciel et elle me parle d'Espérance. Que dit-elle ? Elle dit qu'Espérance sera spéciale, qu'elle apportera encore plus d'amour à notre famille et que je serai la meilleure grande sœur du monde. » Marianne sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Et que lui réponds-tu ? » Je lui dis que je prendrai très bien soin d'Espérance et que je lui parlerai de toutes les mamans qu'elle a, moi comme sœur, toi comme maman et elle comme mamie du ciel. Isabelle, tu as tellement grandi, tu es devenue une petite fille si sage. C'est parce que tu m'as appris que la douleur peut se transformer en amour. Et papa m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est choisir de rester ensemble. Ce soir-là, après qu'Isabelle se fut endormie, Raphaël trouva Marianne sur le balcon, contemplant les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. « Tout va bien ?» demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. « Plus que bien. Je pensais à la façon dont nous en sommes arrivés là. » « Et quelle est la conclusion ? Que parfois les plus belles fins naissent des débuts les plus difficiles, qu'il est possible de reconstruire une vie sur les ruines d'une autre et de faire quelque chose d'encore plus fort. Isabelle dirait que c'est parce que l'amour grandit quand on le partage. Elle a toujours raison. Espérance naquit un matin de mars, sous le soleil doré qui entrait par la fenêtre de la maternité. Isabelle était trop impatiente pour rester à la maison, alors Raphaël l'amena rencontrer sa sœur dès la fin de l'accouchement. « Elle est si petite » murmura Isabelle, regardant fascinée le bébé qui dormait dans les bras de Marianne. « Je peux la toucher ?»« Bien sûr, c'est ta sœur. » Isabelle tendit un petit doigt et toucha délicatement la main du bébé. Espérance ouvrit ses yeux sombres, identiques à ceux d'Isabelle et de Raphaël, et sembla fixer son regard sur sa grande sœur. « Salut, Espérance, je suis Isabelle, ta sœur. Je te promets que je prendrai soin de toi pour toujours, que je t'apprendrai tout ce que je sais, et que notre famille sera la plus heureuse du monde. » Raphaël et Marianne se regardèrent émus. La promesse d'Isabelle faisait écho à d'autres promesses faites des années plus tôt.
lorsqu'une jeune nounou avait promis de rester avec une petite fille qui avait oublié comment vivre. « Bienvenue dans la famille, petite Espérance », murmura Marianne en embrassant le front du bébé. 2 ans plus tard, un dimanche après-midi où toute la famille était réunie dans le salon, Raphaël lisant le journal, Marianne organisant des photos dans un album, Isabelle dessinant sur la table basse et la petite Espérance jouant sur le tapis avec ses cubes colorés. Isabelle leva les yeux de son dessin et fit une observation qui révélait toute la sagesse accumulée en ses 11 ans. « Papa, tu te souviens quand tu as dit que notre histoire était terminée ?» Raphaël baissa son journal, intrigué. « Je m'en souviens. »« Pourquoi ?»« C'est que je pensais, notre histoire ne s'est jamais terminée. Elle a juste changé de chapitre. » « Comment ça, mon amour ?»« Le premier chapitre, c'était quand j'avais maman au ciel. Le deuxième chapitre, c'est quand elle est partie et qu'on était très triste. Le troisième chapitre, c'est quand Marianne est arrivée et nous a réappris à être heureux. Le quatrième chapitre, c'est quand vous vous êtes mariés. Et maintenant, on est au 5e chapitre, avec Espérance. » Marianne arrêta d'organiser les photos et regarda Isabelle. « Et comment penses-tu que sera le prochain chapitre ?»« Je ne sais pas, mais je sais qu'il sera bien, parce qu'on a appris que même quand de mauvaises choses arrivent, on peut choisir d'être heureux quand même. » Espérance, qui venait d'apprendre à marcher, s'approcha d'Isabelle en titubant et s'appuya sur la jambe de sa grande sœur. « Bella !» balbutia-t-elle, utilisant le seul mot qu'elle pouvait prononcer clairement. « Salut, ma toute petite !» dit Isabelle en prenant Espérance dans ses bras. « Bella est là. » Raphaël et Marianne observèrent la scène, le cœur débordant de gratitude. Là se trouvait une famille née de la douleur la plus profonde et transformée en la joie la plus pure. Une famille qui avait appris que le véritable amour ne remplace pas, mais multiplie. Que le souvenir de ceux qui sont partis peut coexister harmonieusement avec le bonheur de ceux qui sont arrivés. « Tu sais, » dit Marianne en se tournant de nouveau vers Raphaël, « parfois je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas accepté ce travail. »« Ça ne se serait pas passé, » répondit Isabelle, avant même que Raphaël ait pu parler. « Vous étiez destinés à vous rencontrer, maman au ciel me l'a dit en rêve. »« Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre ?» demanda Raphaël, toujours curieux des rêves d'Isabelle. « Qu'elle est très fière de notre famille, que l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre et pour nous est le plus grand cadeau qu'elle pouvait laisser. » Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Raphaël et Marianne restèrent sur le balcon à regarder les étoiles dans le ciel de Paris. « Peux-tu croire que 5 ans se sont écoulés depuis notre rencontre ?» demanda Raphaël. « On dirait toute une vie et en même temps, c'était hier. » « Regrettes-tu quelque chose ?»« La même chose que toujours, de ne pas être arrivé plus tôt. »« Tu es arrivé au moment exact. Si tu étais arrivé avant, peut-être que nous n'aurions pas été les bonnes personnes l'un pour l'autre. »« C'est vrai. J'avais besoin de traverser ma propre douleur pour pouvoir comprendre celle d'Isabelle. Et j'avais besoin de toucher le fond pour pouvoir apprécier ce qui compte vraiment. » Ils restèrent silencieux quelques instants, savourant la paix de ce moment parfait. « Raphaël, » dit finalement Marianne. « Merci. Pourquoi ?»« De m'avoir laissé faire partie de cette famille, de m'avoir appris qu'il est possible d'aimer profondément sans effacer ceux qui étaient là avant, de m'avoir donné 2 filles merveilleuses et une vie que je n'aurais jamais imaginé pouvoir exister. C'est moi qui devrais te remercier. Tu nous as sauvé la vie, Marianne, au sens le plus littéral du terme. Nous nous sommes sauvés mutuellement, et maintenant, nous avons toute une vie devant nous pour être heureux. » Et cette nuit-là, tandis que le monde dormait autour d'eux, une famille née de la rencontre de 3 âmes blessées célébrait silencieusement le miracle de la guérison par l'amour. Une guérison qui avait commencé avec une simple tartine beurrée et s'était transformée en une vie entière de bonheur partagé. La petite Isabelle, qui avait un jour oublié comment vivre, dormait maintenant paisiblement, sachant qu'elle était entourée de tout l'amour du monde. La jeune Marianne, qui avait perdu sa mère très tôt, était maintenant la mère de 2 filles qui l'adoraient. Et Raphaël, qui avait perdu l'espoir d'être à nouveau heureux, découvrit que le cœur humain a une capacité infinie à aimer, à guérir, à recommencer. Et ainsi, dans un appartement de Neuilly-sur-Seine, où régnait autrefois le silence de la douleur, résonnaient maintenant les voix d'une famille qui avait appris à transformer les larmes en sourires, le manque en gratitude et la faim en un nouveau départ. Chers auditeurs,
Nous espérons que le voyage de Raphaël, Marianne et Isabelle a profondément touché vos cœurs, tout comme il a touché les nôtres en le racontant. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de nos vies, quand tout semble perdu, il existe toujours une possibilité de recommencer, de guérir, d'aimer. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, si vous vous êtes identifié à la douleur ou à l'espoir de nos personnages, laissez votre like pour que nous sachions que nous avons atteint vos cœurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des histoires que nous préparons avec tant de soin. Et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus ému, quel personnage vous a le plus touché. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui célèbrent la force de l'être humain, la capacité de surmonter les épreuves et surtout le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez avec vous la certitude qu'il y a toujours de l'espoir, toujours de l'amour, toujours une possibilité de recommencer.